Dans ce tutoriel, nous allons aborder le budget de l'État, le déficit, la dette et la protection sociale. Le projet de loi de finances pour 2017 fait apparaître davantage de dépenses que de recettes et donc un déficit dans le budget de l'État de quasiment 75 milliards d'euros. Le déficit représente la différence entre les recettes et les dépenses pour une seule année. Quelles sont les principales recettes du budget de l'État? On retrouve la TVA pour plus de la moitié, 51%, puis l'impôt sur le revenu des ménages, l'impôt sur les sociétés pour 10%, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques pour 4%. Selon le principe d'universalité, aucune recette n'est affectée par avance à tel ou tel ministère. Par ailleurs, on observe au fil des années que les dépenses publiques ont tendance à augmenter plus vite que le PIB, ceci est constaté par la loi de Wagner. Côté dépenses pour le budget de 2017, le premier poste est les dépenses de personnel pour presque 40%, devant les dépenses d'intervention qui représentent les transferts de l'État vers les collectivités territoriales, notamment pour le financement du RSA. On retrouve la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts des emprunts de la France, à hauteur de 12%. Nous l'avons dit, le budget de l'État fait apparaître un déficit. Quelles sont donc les modalités de financement possibles de ce déficit? L'écart entre dépenses et recettes est de 74,7 milliards d'euros. Quelles sont les modalités de financement que l'on peut envisager? Première piste, augmenter la pression fiscale. La limite est que le taux de prélèvement obligatoire est déjà à 47% du PIB. Peut-on envisager de taxer autrement, notamment davantage la transmission du patrimoine? C'est une proposition de Piketty. Peut-on revendre une partie du patrimoine immobilier de l'État non utilisé? Vendre des licences, la licence UMTS correspond à celle sur la téléphonie. Privatiser, il reste très peu d'entreprises qui pourraient l'être. Créer les 75 milliards manquants, c'est impossible, interdit par l'Union européenne et fortement générateur d'inflation. Reste en réalité une dernière possibilité qui est l'emprunt. Emprunter veut dire intervenir sur un marché, marché des capitaux, côté demande. La demande supérieure à l'offre participe à l'élévation du prix, donc les taux d'intérêt, et pénalise en retour l'économie. La deuxième conséquence de l'emprunt est qu'il vient alimenter la dette du pays. Ainsi, la dette pour la France est actuellement à 2200 milliards d'euros. Nous avons vu que le déficit budgétaire est un solde pour une année, la dette est au contraire le cumul. La dette a des conséquences sur le budget puisqu'elle génère des intérêts qui sont pour nous de 13,2% de nos recettes. Ainsi, le déficit budgétaire pour la France pour 2017 sera de l'ordre de 3,2% du PIB et notre dette est de l'ordre de 98%. Ces deux indicateurs sont à comparer avec les critères européens, soit 3% pour le déficit public et 60% pour la dette. Autre piste qui n'a pas été citée, chercher à diminuer les dépenses publiques. Enfin, il ne faut pas confondre déficit budgétaire qui est le déficit de l'État seulement et déficit public qui comprend l'ensemble des administrations publiques. Le critère de l'Europe du 3% porte sur le déficit public. Observons ici l'évolution du déficit budgétaire pour la France entre 1997 et 2017. Il faut noter qu'il est très sensible à l'activité économique, à savoir le fait d'être en croissance, comme la période jusqu'à 2000, puis en récession après l'éclatement de la bulle Internet, puis à nouveau en croissance avant la crise des subprimes. On retrouve une très nette dégradation du déficit sur l'année 2009 et 2010, traduisant le fait que l'État soit allé sur les marchés financiers, emprunter des fonds pour ensuite les reprêter, notamment au système bancaire. Depuis 2012, le déficit reste voisin de 75 milliards d'euros par an. Observons cette fois la dette publique sur la même période. Elle est à 98% du PIB avec pour 2017 une prévision à 2200 milliards d'euros. Rappelons les critères de stabilité de l'union monétaire. Le solde public ne doit pas dépasser 3% en termes de déficit par rapport au PIB.
On retrouve ici une amélioration dans la période de croissance liée à la formation de la bulle Internet, puis on observe la période de l'éclatement de la bulle, la reprise avant l'enfoncement dans la crise des subprimes, puis progressivement un retour vers le 3% européen. Côté dette, le critère à 60% a été tenu jusqu'en 2007, alors que la dette aujourd'hui plafonne à quasiment 100% de notre PIB. Notons que la meilleure façon de réduire le déficit budgétaire est de stimuler la croissance économique en combinant des politiques structurelles comme la politique industrielle, la politique d'investissement, qui vont davantage agir sur l'offre, et les politiques conjoncturelles comme la politique monétaire ou la politique budgétaire, qui elles vont agir davantage sur la demande. Abordons maintenant la protection sociale. Notre modèle fait l'objet d'une triple contestation. Tout d'abord une contestation financière du fait du déséquilibre de la sécurité sociale. Deuxièmement, une contestation d'ordre économique puisque le financement pèse sur la compétitivité des entreprises. Enfin, une contestation sociale dans la mesure où l'objectif de réduction des inégalités n'a pas été atteint. Notons que le financement de la sécurité sociale a évolué. Nous sommes passés d'une logique de cotisation à l'époque des 30 Glorieuses, lorsque chacun avait un emploi, à une logique progressive de fiscalisation, soit un passage d'une logique d'assurance à une logique d'assistance pour tous. Le graphique des comptes de la sécurité sociale met en avant un retour progressif vers l'équilibre à horizon 2018-2019. Intéressons-nous à la branche vieillesse. Il s'agit du financement de la retraite. On note ici les déficits les plus prononcés pendant la période de récession, du fait d'une moindre entrée de cotisation, et un retour progressif vers l'équilibre, du fait des mesures qui ont été prises. Actuellement, la pension moyenne de base, sans les régimes complémentaires, est de 1 300 € par mois. Les mesures permettant le retour à l'équilibre portent ou ont porté sur la durée de cotisation, la modification de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation du taux de cotisation, la baisse du montant des pensions, le choix de l'assiette de cotisation. Notons que le système français est un système de retraite par répartition, ce qui signifie que les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Concernant la branche maladie, on constate également que les déficits sont les plus prononcés en période de récession et que les arbitrages qui ont été faits nous ramènent progressivement vers les équilibres. Ainsi, on assiste à une plus grande maîtrise financière de la dépense, on a connu une augmentation des cotisations, la baisse du remboursement de certains médicaments, l'augmentation de la franchise médicale, la baisse du forfait hospitalier, le recours notamment aussi aux médicaments génériques. Les auteurs et concepts faisant partie de ce thème et les différentes ressources que vous pouvez retrouver en ligne, à la fois sur le blog avec tous les QCM en ligne sur les cours d'économie et les deux chaînes YouTube, une chaîne avec des tutoriels de gestion et l'autre avec les tutoriels d'économie.